Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, ce podcast, appelez ça comme vous voulez. On va vous faire arrêter de fumer. On va pas essayer, on va vous faire arrêter de fumer avec toute l'équipe de Quit. Quit, c'est une application, 2,5 millions de téléchargements à travers le monde, traduit en 17 langues. Et il y a des petites nouveautés, plein de petites nouvelles astuces pour justement vous aider. Et on va en parler tout au long de cette émission. Et nous avons une première invitée. On va commencer avec Marine Bousseau, qui est chargée marketing digital et partenariat entreprise. C'est bien cela. C'est ça. Et pour cette première partie, on va découper en 5 parties. Voilà. Première partie, on va se demander pourquoi j'arrête. Enfin, c'est peut-être la première chose. Quelle est sa motivation? Parce qu'apparemment, on va commencer par ce chiffre, 47% des fumeurs aimeraient arrêter. Oui, c'est ça. 47% des fumeurs aimeraient arrêter. Et en parallèle, on a à peu près moins de 4% des tentatives d'arrêt qui sont maintenues sur le long terme. Donc, quand on entend ces chiffres, la première chose qu'on est tenté de se dire, c'est un peu des phrases clichés. C'est ils n'ont pas la volonté ou ils sont pas assez motivés. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on arrête de fumer, il y a la motivation, il y a la volonté, elle est là. Mais en parallèle, il y a aussi les envies de fumer. Elles sont toujours là aussi. Et même si elles diminuent avec le temps, il faut du temps. Au début, elles sont très fortes. Et quand vous avez d'un côté la volonté d'arrêter de fumer ou de vaper d'ailleurs, et d'un autre côté les envies de fumer qui sont automatiques, tandis que arrêter de fumer, c'est vraiment un apprentissage, ça nécessite des efforts, de l'énergie. Forcément, quand on n'a plus d'énergie à la fin de la journée, on est peut-être plus tenté d'aller vers l'automatisme. C'est humain, c'est une tentation facile et c'est normal. Et ce qu'on va voir donc du coup avec les nouvelles fonctionnalités de l'appli, justement, c'est ce qu'on appelle cette préparation un petit peu à l'arrêt. On va pas s'arrêter brutalement. Il faut essayer de comprendre un petit peu aussi pourquoi on a envie d'arrêter. Il y a différentes motivations. En fait, les fumeurs n'ont pas les mêmes motivations. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? C'est ça, exactement. Donc l'idée avec ce programme de préparation à l'arrêt et sur cette phase de motivation, ça va être de leur faire prendre conscience des raisons pour lesquelles ils ont envie d'arrêter de fumer. Donc ça peut être la famille, les amis, la santé, une prise de conscience écologique. Il y a autant de raisons spécifiques que de personnes qui veulent arrêter de fumer en fait. Ça c'est la première étape, prendre conscience de ces raisons-là. Puis la deuxième étape, ça va être de mettre des mots dessus, d'exprimer ces raisons-là, de vraiment se faire une phrase d'inspiration très personnelle qu'on va pouvoir réutiliser dans les situations un peu à risque. Et puis la troisième étape, ça va être de se dire à quel point cette démarche-là, elle est prioritaire pour moi aujourd'hui. À quel point je me sens prêt à passer à l'action et à quel point je me sens confiant pour tenir sur le long terme. Ça, c'est vraiment les 3 étapes qu'il va y avoir sur cette phase de motivation dans ce programme de préparation à l'arrêt. Et il faut vraiment pas minimiser l'importance de cette phase de préparation. Non. Pour durer dans le temps, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Cette phase de motivation, elle est très importante pour poser les bases, pour vraiment se dire pourquoi j'entre dans cette démarche aujourd'hui et pour pouvoir s'en rappeler après. L'objectif de Quit, entre autres, avec ce programme de préparation à l'arrêt, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils se demandent pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'entreprends cette démarche et vraiment de les aider à persévérer malgré les difficultés. Et qu'est-ce que l'appli derrière elle va tirer un petit peu des réponses aux questions comme analyse? Comment vous allez exploiter ça pour ensuite L'idée, c'est d'avoir un espèce de questionnaire et de pouvoir ensuite leur proposer des réponses personnalisées. Si vous avez répondu ça, ça et ça, et vous avez tel profil. Donc, on va vous aider en fonction du profil que vous avez. C'est vraiment une idée de personnalisation. Parce que chaque fumeur est différent, il a des raisons différentes d'arrêter de fumer. Ça, c'est très important de s'adapter à lui et à ce dont il a besoin. Voilà, on peut juste dire il y a 8 étapes, je crois, sur l'application. C'est ça qui vont permettre de séquencer. Un petit mot encore, Marine, sur la date d'arrêt. Est-ce qu'on peut se fixer une date, se dire, là, on est début mai au moment de cet enregistrement. J'aimerais avoir arrêté de fumer pour mon anniversaire le 9 septembre. Même si je fume pas, mais peu importe. Mais ou au 31 décembre. Ou est-ce qu'on peut fonctionner comme ça, ou est-ce qu'on va plutôt laisser le temps au temps? Il faut un peu laisser le temps au temps. Il y a une phase de préparation, elle est là pour ça. Et c'est seulement à la fin de cette phase de préparation qu'on va vous dire est-ce que vous êtes prêt maintenant à mettre une date d'arrêt? Est-ce que vous vous sentez prêt, confiant? Et à ce moment-là, vous pourrez mettre une date d'arrêt. Mais toutes les phases préalables, elles sont hyper importantes aussi et il faut prendre le temps. Il faut laisser un peu de temps au temps et se comprendre et prendre le temps de se connaître aussi. Très bien. Merci Marine pour donc cette première phase. La motivation, c'est important de bien comprendre pourquoi on a envie d'arrêter de fumer pour y arriver. C'est ça. Donc on va enchaîner avec une deuxième partie tout de suite. Deuxième partie donc de cette émission, ce podcast pour arrêter de fumer. Maintenant, on va se demander, avant de vraiment comprendre les dégâts que peut causer la nicotine, on va essayer d'analyser avec Luce. Bonjour. Bonjour. Quels sont les différents types de dépendance? En fait, on est dépendant à différentes choses. Alors, Luce Adriana Bustamante,
on précise, psychologue et doctorante en TCC, thérapie cognitive Et comportementale. Comportementale. J'ai toujours un doute avec le C, le deuxième C. Alors, on n'est pas forcément dépendant à la même chose quand on est fumeur, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, on fume pour la nicotine, mais on meurt à cause du tabac. Donc déjà, ce qui cause le plus de dommages, c'est vraiment le tabac et la fumée du tabac. La nicotine en soi, elle n'est pas toxique, mais on en parlera plus tard aussi. Et donc, avec la cigarette, parce qu'au tout début, on parlait le tabac normal, on va être... cette cigarette-là, elle va nous apporter 3 choses. Donc oui, de la nicotine, mais elle peut aussi nous apporter un geste, un comportement, une routine. Et elle peut aussi nous apporter une sorte de soutien psychologique, émotionnel. Et donc, en fonction de comment on utilise la cigarette, on va être justement dépendant à cette cigarette d'une façon très différente. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi très difficile d'aider les gens qui veulent arrêter de fumer parce que c'est nécessaire d'identifier qu'est-ce que cette cigarette apporte à chaque personne, dans quelle proportion elle apporte de la nicotine, un soutien psychologique ou des rituels ou des habitudes. Et en fonction de ça, oui, on pourrait finalement leur proposer quelque chose de plus personnalisé. Donc, oui, voilà. C'est vrai qu'on entend souvent les fumeurs dire que le geste leur manque. C'est ça. Il n'y a pas juste l'aspect physiologique effectivement de la nicotine, il y a aussi tout un... plein de choses qui sont autour, qui sont physiques aussi simplement, quoi. Oui, et donc il y a vraiment la partie... il y a tout un contexte en fait dans lequel ce comportement s'instaure. Donc le premier contexte dans lequel on rencontre la cigarette, ça va être un peu près à l'adolescence. Et c'est aussi en lien avec ça qu'on dit que c'est une dépendance psychologique parce que c'est en lien avec comment on s'intègre dans un groupe. Et puis c'est normal que peut-être à ce moment-là, si les gens autour de nous, ils fument, qu'on normalise ces comportements-là et qu'on veut faire comme les gens qui sont autour de nous. Oui, parce qu'on commence souvent la cigarette en groupe, en fait. Oui. Je pense que c'est rare des gens qui sont seuls et puis qui se disent tiens, je vais essayer de fumer une cigarette. Non, ça n'arrive pas. Oui, c'est très, très rare. C'est très rare, quoi, voilà. Et souvent, oui, c'était un partage social. Et c'est d'abord lors des soirées, et puis c'est par curiosité aussi. Et puis ça devient quelque chose de cool à faire. Et c'est un lien aussi avec comment on peut s'identifier par rapport à un groupe et comment on s'intègre avec les gens. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle la dépendance psychologique aussi, parce que c'est lié à l'identité. Comment je m'identifie en fait dans un groupe, à quel point je suis capable de ne pas faire comme un groupe. Mais aussi dans cette dépendance psychologique, c'est que comme le premier moment de consommation, c'est associé à des moments très agréables, alors c'est dans cette recherche des sensations agréables, positives, qu'on garde le comportement même en dehors des soirées. Donc on va garder le comportement même le dimanche soir, le lendemain en fait d'une soirée ou autre, dans cette recherche de plaisir qui est normale, qui est justifiée. C'est comme ça qu'on a été programmé aussi d'y être. Mais à force, du coup, que cette recherche de plaisir devient une habitude, ça affecte notre corps et on commence à avoir les symptômes de manque. Et donc, on consomme plus pour soulager ces symptômes de manque, ces sensations qui sont très agréables, comme l'anxiété, comme l'irritabilité. Et du coup, ça devient plus une dépendance physiologique. Mais aussi, comment c'est devenu une habitude, du coup, c'est la cigarette qui va me dire à quel moment il faut que je fasse ma pause dans le milieu de mon travail ou à quel moment je peux aller aux toilettes. Les gens ils ne parlent pas beaucoup de ça, mais beaucoup de personnes utilisent aussi la cigarette comme une stratégie digestive après le repas. Et donc, ça devient vraiment un comportement ancré dans la vie d'une personne. Et en fonction de comment elle l'utilise, justement, les stratégies qu'elle doit chercher pour substituer ces comportements vont être différentes. Ouais, donc ça implique énormément de choses, en fait. C'est pas uniquement la nicotine, ce qu'on disait, c'est tout un comportement qui est autour de cette cigarette. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu du test de Horn, qu'on avait un petit peu évoqué, comment ça fonctionne et voilà, sur quoi on débouche. Alors, c'est un test qui a été développé justement pour essayer d'identifier ce qu'on cherche dans la cigarette. Donc, on peut par exemple chercher le geste
ou l'habitude. Donc, c'est plus en lien avec la dépendance comportementale. Et à ces personnes-là, on va justement leur chercher des stratégies gestuelles et qui sont en lien avec s'imposer aussi un autre rythme de vie. Ou puisque c'est un rythme de vie, on peut aussi anticiper à quel moment cette envie elle va arriver, donc comment faire face à l'envie. Sinon, avec les tests aussi, on peut identifier qu'on on consomme, que ce soit la vape ou la cigarette d'ailleurs, on consomme parce qu'on se sent agité, parce qu'on sent aussi qu'il y a une sorte de rechute en termes de nicotine. Donc on sent de l'agitation et on sent vraiment des envies très profondes et très irrépressibles. Donc ça, c'est à nouveau en lien avec la dépendance physique. Et à ce moment-là, les substituts nicotiniques vont être une très bonne stratégie pour pallier les symptômes de manque. Dans la partie émotionnelle, ou psychologique, justement, c'est des gens qui vont fumer dès lorsqu'ils se sentent stressés ou anxieux, ou en colère ou irrités. Et donc, on va trouver plus de stratégies de régulation émotionnelle qui vont être d'ailleurs beaucoup plus efficaces que la cigarette pour réguler l'émotion. Très bien. Merci beaucoup, Avec Luz. plaisir. On va finir donc cette deuxième partie, puis dans une troisième partie. Maintenant, on va se demander ce que fait réellement la nicotine sur notre cerveau. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre votre place. Merci beaucoup. Troisième partie donc de ce podcast avec l'appli Quit pour arrêter de fumer. On est avec Mickaël Herminger, donc chercheur en santé publique et associé donc à l'application. Et là, on va se demander la nicotine, ce que ça fait réellement à mon corps. Et j'ai ce chiffre en tête. La nicotine, je fume en 10 secondes, ça monte au cerveau. C'est incroyable, c'est un effet instantané et c'est ce qui quelque part va poser problème en fait. C'est tout à fait ça. En fait, la nicotine, comme vous l'avez bien dit, en fait, à partir du moment où on inhale la fumée de la cigarette ou de la vape, ça a changé depuis quelques années selon la composition des liquides. Mais la nicotine va traverser du coup les poumons, va ensuite passer dans le sang et ce sang du coup va être dispatché dans tout l'organisme, y compris au cerveau. Et ce mécanisme en fait est très très rapide et se fait en à peu près moins de 10 secondes. Et c'est justement ça qui va dans un premier lieu, créer l'addiction et la maintenir aussi, puisque cet effet quasi instantané fait qu'en fait l'organisme va vraiment assimiler la cigarette ou tout autre moyen d'apporter de la nicotine par inhalation de manière rapide aux effets entre guillemets bénéfiques, puisqu'en réalité ils ne le sont pas tant que ça, qui interviennent en fait juste après la prise de nicotine. Donc en fait ça crée vraiment une association très forte et c'est cette rapidité d'action de la nicotine qui contribue vraiment à créer cette association entre la cigarette, la vape et le plaisir entre guillemets qui est associé. Donc l'addiction elle vient vraiment de là dans un premier lieu. Ouais, et puis elle est renforcée par le fait qu'on se rend compte que ça a un effet. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas que psychologique. Des fois, on a tendance à dire à des fumeurs, oui, mais bon, c'est psychologique. Il faut aussi se rendre compte que, effectivement, cet effet n'est pas que psychologique. Il est réel, en final. L'effet est réel, mais d'une manière générale, tous les phénomènes psychologiques ont une base neuroscientifique, neurophysiologique, et c'est ce qu'on voit justement. La nicotine, elle agit sur des récepteurs qu'on appelle les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. C'est un nom un peu barbare, mais c'est des récepteurs qui sont présents dans le cerveau, dans certaines zones, et qui en fait interagissent avec tous les organes du corps. Donc c'est vraiment la nicotine, en fait, quand elle entre dans le cerveau, elle va agir sur tous les systèmes du corps. Par le biais notamment de la sécrétion de plusieurs neurotransmetteurs comme la dopamine qui est connue pour renforcer les comportements qui apportent du plaisir, la sérotonine qui est le neurotransmetteur qui gère en partie l'humeur, c'est associé également à une meilleure sécrétion de noradrénaline qui va stimuler l'attention, etc. Donc vraiment tous ces effets psychologiques qu'on peut ressentir, ils ont vraiment un ancrage neurophysiologique qui est lié au fait que la nicotine va entraîner la sécrétion de neurotransmetteurs qui vont induire justement ces modifications comportementales. Et qu'est-ce qui fait qu'on va devenir accro, justement, qu'on a du mal à décrocher? Là aussi, c'est la réponse dans le cerveau qui suit pas Alors après, il y a plusieurs choses qui interviennent dans la genèse de l'addiction. Déjà, il y a des facteurs génétiques. On n'est pas tous égaux face à l'addiction. Il y a des facteurs plutôt de sensibilité aux substances addictives qui vont être transmis des parents vers l'enfant. Il y a des sous-types de récepteurs nicotiniques qui sont plus sensibles à la nicotine que d'autres. Et ça, on le retrouve dans certaines populations et pas dans d'autres. C'est pour ça que, par exemple, dans les pays occidentaux, on fume beaucoup plus que dans d'autres pays. C'est notamment un facteur génétique qui intervient. Il y a des facteurs sociaux, culturels également. Quand vous avez des parents qui fument, premièrement, vous avez déjà la composante génétique qui peut intervenir de transmission génétique de l'addiction, mais vous avez aussi une grosse part de reproduction sociale des comportements que vous avez observés chez vos parents. Il y a les hormones qui peuvent jouer. On sait que les femmes préménopausées vont avoir une plus forte sensibilité à la nicotine du fait des œstrogènes.
Donc voilà, il y a énormément de facteurs qui jouent dans la genèse de l'addiction et dans son maintien. Il y a ce que Luce disait tout à l'heure, il y a tous ces symptômes en fait qui arrivent quand on est en manque de nicotine, parce qu'en fait, un fumeur régulier, en fait, comme la nicotine reste plusieurs heures dans le cerveau, son cerveau va être exposé en continu à la nicotine. Donc, ce qui fait que quand il va y avoir une baisse de l'apport en nicotine, son cerveau va en réclamer, comme quand vous avez faim, en fait, votre corps va réclamer de la nourriture. Là, en fait, le cerveau a assimilé en fait le besoin de nicotine à un besoin fondamental et il va réclamer cette nicotine. Il comprend pas qu'il y en ait plus, quoi. C'est ça, il comprend pas qu'il y en a plus. Et comme quand vous avez faim, vous allez avoir le ventre qui gargouille, vous allez vous sentir un peu étourdi, etc. La nicotine, quand vous en avez passé dans le cerveau et dans l'organisme, ça va se manifester par de l'irritabilité, de l'anxiété, une petite déprime. Ça va se manifester par des baisses d'attention, etc. Et donc, c'est ça qui entretient aussi l'addiction, qui est que, en fait, c'est une sorte d'automédication contre les symptômes de manque. Donc, en fait, c'est là que vient le cercle vicieux, c'est qu'en fait, la nicotine et le tabac provoquent des effets qui vont ensuite être contrebalancés par la substance qui les a produits au départ. Donc, c'est vraiment un pompier pyromane, en fait. Oui, parce que effectivement, il y a un effet un peu bénéfique au départ, mais c'est l'absence de cet effet bénéfique qui, du coup, te fait pencher la balance du mauvais côté, sans compter. Alors là, le gros problème n'est finalement pas tellement la nicotine, mais c'est tous les composants après qui sont dans la cigarette. Enfin, après, c'est tout le reste aussi. C'est tous les métaux lourds, tout ce qu'on peut trouver quand on prend la liste. Oui, c'est ce que Luce disait également. La nicotine en soi n'est pas toxique de manière directe, elle l'est indirectement parce que c'est elle qui renforce le comportement tabagique et donc l'inhalation de composés toxiques et dont plusieurs dizaines sont reconnus comme des cancérigènes avérés. Mickaël, vous avez juste évoqué d'un petit point ensemble, vous avez dit c'est comme quand le cerveau a faim. Il y a cette légende un petit peu, c'est je fume, je maigris, j'arrête de fumer, je grossis. C'est une légende? Est-ce qu'il y a un vrai lien de cause à effet? Alors, il y a un lien de cause à effet parce que la nicotine va augmenter, en fait, va accélérer votre métabolisme. Donc, c'est-à-dire toutes les réactions qui se produisent dans votre corps et qui vous font dépenser de l'énergie. Et la nicotine va également provoquer l'utilisation des graisses que vous avez dans le corps. Donc, en fait, toute votre manière d'assimiler la nourriture va être modifiée, en fait, va être bouleversée par la nicotine. Et donc, ce qui fait que les fumeurs, en fait, tendent à avoir un poids qui est plus faible que les non-fumeurs de ce fait parce que leur métabolisme en fait est accéléré et donc en fait ils vont plus facilement utiliser l'énergie et donc en fait la contrepartie c'est que quand on arrête de fumer en fait on retrouve le poids qu'on devrait faire normalement si on n'avait pas fumé donc en fait c'est assimilé comme une prise de poids qui peut être jugée comme négative par certains mais en réalité ils retrouvent uniquement le poids qu'ils devraient faire en fait de manière normale et on évalue qu'une cigarette environ correspond à une dépense énergétique de 10 calories en fait. Donc si vous fumez un paquet de cigarettes par jour, c'est 200 calories en plus que vous allez brûler. Donc c'est l'équivalent en fait d'un croissant en gros. D'accord, donc il va falloir voir ce qu'on met à la place de la cigarette, ça c'est pour la prochaine partie. Merci beaucoup Mickaël. Et donc la partie suivante, qu'est-ce que je fais si je fume pas? Voilà, on va voir ça tout de suite. La quatrième partie, donc pour arrêter de fumer avec l'application Quit et Top Music. Luce est revenu, puisque on va se poser la question maintenant. Alors, si je ne fume pas, on a compris, il faut arrêter de fumer, mais alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est des bonnes questions. C'est un processus, donc on l'a dit, qui est progressif, petit à petit. On cherche à comprendre pourquoi on fume, on cherche à comprendre ses motivations, ce que ça fait dans mon corps. Maintenant, on va aussi se poser la question, donc, par quoi je remplace aussi finalement la cigarette? Effectivement. Donc, aussi pour rebondir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc parfois on croit que la motivation elle toute seule, elle est nécessaire pour changer. Mais personne à l'adolescence s'est dit moi j'ai envie d'être un fumeur ou un fumeur chronique. Donc à ce moment-là, la volonté n'était pas là et pourtant ils sont devenus des fumeurs. Okay? Et donc se dire c'est justement un processus d'apprentissage. On a appris à être fumeur. On a appris qu'à certaines situations, avec certains contextes, que ce soit des contextes sociaux, émotionnels ou contextes avec le café par exemple, on a appris que dans ces situations-là, on va réagir avec une cigarette. Et cet apprentissage, il a pris beaucoup de temps. Il n'est pas arrivé tout d'un coup. Donc, il va falloir justement du temps pour réapprendre, pour avoir de nouveaux apprentissages dans des situations où la cigarette, justement, venait à répondre avec sa fonction. Ouais, donc, code, en fait, finalement, une sorte de code, en fait. Oui. Et donc, ce qu'on disait aussi, c'est qu'en fonction des 3 types de dépendance, et donc, ça, c'est aussi les 3 grands types de situations dans lesquelles on peut se retrouver,
on a réagi systématiquement par la cigarette ou par la consommation rapide de nicotine. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de dire comment est-ce que je peux apprendre dans ces circonstances-là à agir autrement, d'une façon qui soit beaucoup plus adaptée à la personne que je veux être. Et aussi d'une façon beaucoup plus efficace, parce que justement, la cigarette à court terme, elle peut être très efficace parce qu'elle va diminuer rapidement l'émotion, par exemple, du stress, mais c'est elle qui va aussi créer le stress, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs stratégies pour chaque type de dépendance. Si on fait un peu attention à la partie plus émotionnelle et comportementale, on peut reprendre un moyen mémotechnique qui vient de l'anglais, donc c'est les 4D. Donc c'est deep breath, donc respirer profondément, drink water, boire de l'eau, distract, se distraire, et delay, donc repousser. Et en fait, c'est ces 4 stratégies comportementales qui font appel justement soit à des sensations, parce qu'on peut fumer pour retrouver certains types de sensations, soit qui font repousser notre action. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre conscience qu'on a une sensation, qu'il y a quelque chose qui vient dans notre corps, on est attentif à ça. Avant, on avait appris que quand on ressent cette sensation, on répond d'une certaine façon, donc en fumant. Et là, ce qu'on doit faire, c'est du moment où je suis conscient que cette envie, elle vient, je peux répondre de façon automatique, mais sans la cigarette. Donc, je peux automatiquement prendre un coup d'air, faire des exercices de respiration, stimuler mes sensations, donc en buvant de l'eau, par exemple. Je peux dire, OK, je ressens que j'ai cette envie-là, mais ce n'est pas pour autant que je vais agir comme elle me demande de le faire. Donc, je ne vais pas fumer là tout de suite. Je vais le faire dans 10 minutes. Parce que c'est moi qui contrôle ma réponse. Je fais juste une parenthèse. En préparant cette émission, il y avait cet exemple qui était assez frappant, c'est le cas de le dire, où c'est pas parce qu'on a envie de mettre une claque à quelqu'un qu'on va le faire. Exact. Et donc, c'est pas parce qu'on a envie de fumer qu'on est obligé de fumer à cet instant précis, quoi. On peut effectivement repousser ou faire autre chose. Et donc, justement, en fait, ça, c'est un apprentissage qu'on a eu. On a appris depuis tout petit que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on a le droit de frapper notre collègue ou autre. Donc, on doit à nouveau apprendre que c'est pas parce qu'on a envie de fumer qu'on est obligé de le faire et qu'on n'est pas soumis en fait à nos envies. On est nous en contrôle de ce qui se passe parce que c'est nous qui choisissons comment on veut vivre sa vie. Donc, c'est aussi en lien avec cette idée de liberté en fait. C'est moi qui choisis, c'est pas la dépendance qui choisit pour moi. Ensuite, il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on délaie, qu'on retarde sa réponse? On peut se distraire et donc il peut avoir différentes stratégies aussi de distraction. Et celles que je favorise beaucoup, c'est celles qui sont en lien aussi au projet de vie qu'on a. Parce qu'arrêter de fumer, c'est aussi un parcours de changement où on va chercher justement qu'est-ce qui est important pour soi. Et aussi, on va vouloir aider la personne à développer ses propres forces et créer plein de petits projets en lien en fait à cet arrêt. Et donc beaucoup d'entre eux ils disent moi j'ai toujours voulu dessiner quand j'étais petit. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas développer en fait dans ce temps-là que l'envie elle vient avec la force qui vient avec cette envie à développer en fait vos forces. Pourquoi en lieu de si vous avez besoin en fait de faire une pause au travail, pourquoi en lieu de vous faire du mal, pourquoi vous ne pouvez pas vous récompenser vraiment en sortant du boulot et faire une pause de 10 minutes, une vraie pause, une pause où vous pouvez vraiment vous échanger vos idées et prendre de l'air et qui vous fera plus de bien parce que vous aurez au moins marché pendant 10 minutes. Donc, c'est vraiment de chercher des stratégies qui sont plus en lien avec la vie qu'on veut vivre et la personne qu'on veut devenir. Voilà, et ça rejoint ce qu'on dit depuis le début avec aussi le principe de l'appli qui est vraiment, chaque fumeur est différent et donc chaque solution au bout du compte va être différente. Va être adaptée à la personne, oui. Très bien. Merci beaucoup, Luce. Beaucoup. Dernière partie nous attend. Et donc la dernière partie qui sera en 2 parties pour conclure cette émission avec l'application Quit, justement pour arrêter de fumer. On est avec Geoffrey Crête qui est l'un des cofondateurs de l'appli. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Ancien fumeur. Ancien fumeur. Et justement, on va se poser un petit peu la question ensemble de l'identité du fumeur, de ce qu'est être fumeur. Et finalement, fumeur, ça ne nous identifie pas.
On peut dire je suis journaliste, je suis animateur radio, je suis garagiste, mais je suis fumeur, ça suffit pas. Alors, c'est pas un métier, mais on peut avoir tendance à dire je suis fumeur comme je suis sportif, par exemple, quand on va courir régulièrement 10 km ou moins ou plus, on peut dire je suis sportif, et malheureusement on dit aussi je suis fumeur, parce qu'on s'identifie, on a une certaine image du fumeur un peu fantasmée qu'on se construit, ou que le marketing des cigarettiers a été très puissant, ce qui fait que ça fait des dizaines d'années, ou voire des dizaines d'années où quand on va regarder la télé ou des films ou ce que nous véhicule l'image, c'est qu'on voit toujours des fumeurs qui peuvent être cool. L'image du cow-boy Marlboro a marqué des générations. Hein. On nous vendait la liberté en fumant, alors qu'au final, c'est l'inverse, quoi. Même les premiers Lucky Luke. Hein. Ou les premiers, exactement, avant qu'ils remplacent par la paille. Et donc, ça. Voilà, donc il y avait finalement, c'était assez sournois puisqu'on véhiculait l'image ou de la belle actrice très classe qui avait toujours sa cigarette à la bouche, etc., qui a fait que un fumeur se disait en fait c'est cool de fumer parce que regardez, il y a des gens plutôt bien qui le font, et ça donne une prestance, on a quelque chose dans la main, parce que souvent quand on parle à des gens on n'a rien dans la main, alors quand on a une cigarette on a toujours quelque chose dans la main, on a une bonne raison de sortir faire une pause, etc., enfin une bonne, entre guillemets, c'est une mauvaise raison mais dans l'esprit c'est une bonne. Et donc voilà, donc c'est vrai que on est finalement fumeur, et quand on veut arrêter, alors à l'époque j'étais encore salarié et il y avait l'habitude de la pause clope, quand on la fait plus, on se retrouve pas forcément isolé, mais on parle moins aux gens, il y a des informations qui circulent moins, donc c'est vrai que tout est fait pour nous garder, entre guillemets, dans cet état de fumeur, et on essaie de casser ça et de relibérer les gens, mais c'est du travail. Ouais, la sociologie de la cigarette, quoi, en quelque sorte. Pourquoi avoir commencé à l'époque, et pourquoi et comment avoir arrêté, pour votre cas personnel? Alors j'avais commencé pour les raisons classiques, pour des amis qui fumaient. Alors j'avais des parents fumeurs, j'avais des parents fumeurs et des amis qui fumaient. Et très longtemps j'ai résisté, où ça m'intéressait pas trop, et puis après arrivé à la fac, ma volonté a craqué, et c'est vrai que ça agit tellement vite qu'on se retrouve très vite addict, plus vite qu'on ne le pense. Et pourquoi avoir arrêté? C'était il y a eu la naissance de ma fille aînée, qui a fait que puis de ma deuxième fille, et puis au bout de quelques années je me suis dit quelle image je veux leur donner? Est-ce que je veux leur donner l'image d'un père qui est asservi par un produit, ou l'image d'un père qui est capable de franchir l'addiction, et donc voilà, c'était le déclencheur principal, c'était celui-là. Et le côté défi aussi. Ouais. Ce qui est intéressant avec l'appli, et comme vous l'avez développé, je pense, c'est qu'on n'est pas là pour culpabiliser non plus le fumeur. Parce qu'on l'a dit, il y a un fumeur sur deux qui a envie d'arrêter, mais qui n'a pas forcément les clés. Donc on n'est pas là en train de dire c'est mal de fumer, il faut pas fumer, c'est moche, c'est nul. Non, c'est comment on va les accompagner. C'est ça aussi, c'est ce côté d'être un petit peu positif aussi. Parce qu'on a dit, voilà, on le voit depuis tout à l'heure dans cette émission, on comprend aussi finalement le fumeur et ce qu'il peut ressentir et pourquoi il fume, et après comment on peut l'accompagner, quoi. Ouais, si le côté culpabilisant marchait, il y aurait plus de fumeurs. C'est écrit sur tous les paquets, fumez-tu. Tous les fumeurs savent que fumez-tu. Vivre-tu, cela dit. Donc après, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est juste une accélération du processus. Mais oui, ouais, on va dire que donc ces messages culpabilisants, je m'en rendais bien compte quand j'ai créé l'application que ça marchait pas. Sur moi, ça marchait pas, et donc j'ai cherché une approche bien plus bienveillante et plus basée sur des défis et des objectifs personnels qui permettaient de créer aussi, finalement, de générer de la dopamine et de contrebalancer ce manque avec autre chose, qui sont des récompenses à court terme et très rapides, et qu'il faut qu'on se sent valorisé. Et plus on est valorisé, et plus ça devient facile finalement de résister à ces envies quand elles viennent. Alors si on est là aussi ensemble aujourd'hui, c'est parce que l'appli elle se développe encore plus. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez aussi nous en dire un petit peu quelques mots, quoi. C'était effectivement, donc il y a différentes phases dans les addictions, et il y avait une des phases qu'on traitait pas encore assez dans l'application, qui était justement cette phase de préparation, qui est vraiment aujourd'hui l'application marche très très bien pour les gens qui arrêtent à l'instant, ou qui ont arrêté il y a quelques semaines et qui ont un petit coup de mou. Mais pour les gens qui avaient envie mais qui savaient pas trop comment faire encore, aujourd'hui on n'était pas encore assez efficace, et c'est vraiment pour adresser cette population de personnes qui ont envie de changer, où le changement est quand même, l'envie de changer est là, mais qui savent pas trop comment faire, qui ont besoin d'un guide en amont. Et c'est là qu'on a fait quasiment 2 ans de recherche et développement pour arriver à créer ce programme. Il y a un bon taux de réussite avec Quit, quand même? Ouais, on a un très bon taux. Ça dépend, c'est dur à mesurer, mais aujourd'hui on est 7 fois plus efficace que si on arrête de fumer sans rien, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est un très bon chiffre. Comment faire? Je reprends juste à ce que vous avez dit avant sur la pause, en fait, la fameuse pause clope. C'est vrai que
comment on peut faire aujourd'hui une pause au travail sans aller fumer? Parce que je reprenais l'exemple, j'en parlais justement avec des collègues. Si maintenant je suis sur mon ordi, je suis sur Facebook ou sur n'importe quoi, parce que je me dis tiens, je vais faire une pause, que quelqu'un passe, il va dire bah ça va tranquille, t'es payé à aller sur. Alors que quand vous avez 3-4 personnes qui sont dehors à fumer pendant 20 minutes, personne ne dit rien, on dit c'est normal, c'est la pause. Comment de votre expérience, comment on fait pour contourner un petit peu ça, quoi? Je sais pas si c'est une recette magique, malheureusement, mais il faudrait autoriser les gens à se retrouver dans une salle de détente sans l'excuse de la cigarette. Donc c'est aussi à l'employeur finalement de peut-être d'expliquer que tout le monde a le droit de faire des pauses. C'est pas culpabilisé. Enfin voilà, donc peut-être ça, ou un petit panneau je suis en pause au moment de surfer sur Facebook. Pour bien montrer, signifier que c'est pas tout le temps, mais que c'est que à la place de fumer une cigarette. Mais voilà, donc. Mais c'est vrai que déjà avoir des endroits où les gens peuvent se réunir avec ou sans cigarette, c'est un bon début. Bien, bon, merci Geoffrey d'être passé également dans cette émission. Et on va voir également, on a Luce et Mickaël qui vont revenir à cette place dans un petit instant. On va voir qu'en France, on a quand même un problème avec la cigarette, quand même. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a des raisons en plus. Vous allez voir ça. Et donc, deuxième partie de la dernière partie avec Mickaël et Luce qui sont revenus pour répondre à cette petite question bonus. En France, franchement, est-ce que ça marche, les campagnes anti-tabac? Tu commences. Alors, je vais commencer du coup. Alors, d'un point de vue de santé publique, les campagnes anti-tabac fonctionnent pour certaines, pour d'autres un peu moins. Tout dépend en fait du mode de communication en fait autour du tabac. On sait par exemple que des campagnes qui sont hyper culpabilisantes vont avoir tendance à ne pas être très bien reçues par la population parce qu'elles sont jugées comme étant un peu trop paternalistes, et justement ça induit en France et dans d'autres pays qui sont très à cheval sur la liberté des comportements qui sont justement inverses à ceux qui sont promus par la campagne. Mais il y a d'autres choses qui interviennent, c'est que ces campagnes sont beaucoup trop ponctuelles. C'est-à-dire qu'on a par exemple maintenant le mois sans tabac, donc ça dure 1 mois sur 12, donc ce qui fait que certaines personnes vont s'engager dans une démarche d'arrêt du tabac à ce moment-là, mais ne vont pas la maintenir dans le temps. Et ça, c'est notamment soutenu par le fait que notre système de santé est très curatif et mise beaucoup trop peu sur la prévention. Le budget de prévention de l'assurance maladie est de moins de 5% en fait, du budget de l'assurance maladie, alors qu'on sait très bien que ça fait des siècles qu'on dit quand même que prévenir, ça évite d'avoir besoin de subir. Et donc il y a vraiment ce problème-là. On a vraiment un système qui est très axé sur le soin curatif ponctuel d'une maladie plutôt que d'éviter que la maladie intervienne. Et ça, c'est une logique qui s'inscrit dans tout le système de santé et qui a tendance un peu à s'inscrire un peu aussi dans les comportements individuels, parce qu'on sait que quand on est malade, on va chez le médecin, on est remboursé. C'est beaucoup plus simple en fait de fonctionner sur ce mode-là que d'avoir une organisation qui inverse, de changer les comportements sur la durée pour éviter d'avoir justement besoin d'aller chez le médecin. Et est-ce que ça c'est typiquement français? Il y a d'autres pays à l'étranger qui sont beaucoup plus sur la prévention où ça fonctionne mieux? Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus à cheval sur la prévention. On peut citer par exemple l'exemple du Royaume-Uni, qui par exemple en fait promeut pas mal la santé numérique aussi, avec des listes d'applications numériques mobiles qui sont remboursées par le NHS, qui sont proposées, qui sont prescrites par les médecins. Ce avec quoi on a beaucoup de mal encore en France aujourd'hui. Dans certaines communautés autonomes en Espagne également, on promeut pas mal la prévention, notamment avec l'aide des partenariats publics-privés, avec l'aide des mutuelles, avec l'aide vraiment de politiques de prévention qui sont bien mieux ficelées, avec des résultats qui sont impressionnants. Et en France, on reste quand même avec un taux de prévalence de 30% de tabagisme. C'est 3 fois plus qu'en Australie. Donc sachant qu'en plus, la publicité pour le tabac est interdite depuis 30 ans en France. Donc c'est là qu'on voit quand même que l'efficacité des mesures prises contre le tabac est quand même relativement faible dans notre pays. Je voulais justement ajouter aussi par rapport à la culpabilité. Enfin, certains types de mesures préventives visent différents types d'émotions. Et donc, pour certaines personnes, faire peur, ça peut bien marcher. Jusqu'à une certaine dose, la peur, elle peut faire peur. Donc, on va faire attention et on va essayer d'éviter un danger. Mais quand la peur, elle est trop forte, à un moment donné, il y a une sorte d'attitude infotiste. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais comme si je suis en danger, autant, je laisse tomber en fait. Donc, je me laisse aller. Et cette peur, elle peut être très subtile pour justement des personnes qui n'ont pas encore arrivé à la mise en place du comportement dans leur vie, mais une personne qui est déjà dépendante, une personne qui veut à la fois arrêter, mais qui veut aussi fumer, parce que c'est ça en fait l'ambivalence de la dépendance.
avec certains types de mesures de prévention, elle va sentir aussi beaucoup de culpabilité. Et quand on sent de la culpabilité, on a plus tendance à s'isoler, on a plus tendance à se sentir, et du coup, à ne pas aller chercher de l'aide. Ouais, Donc, ça va renforcer finalement ce côté un peu vindicatif. Non, je suis fumeur, je le reste, quoi. oui, Ouais. et c'est un peu par opposition, donc il y a une sorte de contrariété, mais il y a aussi beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité, elle ne pousse pas à chercher de l'aide, elle pousse à s'isoler. Et en plus, on n'est pas tous égaux non plus face au tabac, donc il le disait tout à l'heure par rapport à la nicotine, mais également en termes de facteurs sociaux. Donc, plus on est en chômage, plus on n'a pas fait de longues études, plus on est un homme d'un certain âge, par exemple, pas plus on va avoir des facteurs de vulnérabilité pour certains types de comportements, comme c'est le fait de fumer. Et c'est des personnes qui ne cherchent pas de l'aide non plus. Donc, ce type de mesures préventives qui visent la culpabilité ou la peur ne sont pas efficaces pour ces personnes-là qui sont déjà isolées, qui sont déjà un peu marginées. Ouais, la difficulté finalement, c'est de changer l'image de la cigarette, puisqu'on parlait aussi de l'émancipation des femmes, aussi finalement, est passée quelque part par la cigarette, parce qu'il fallait surtout pas, il y a 50 ans, qu'une femme ne devait pas fumer, ça faisait mauvais genre. Et puis finalement, non, il y a des femmes féministes de la première heure qui ont dit non, moi il n'y a pas de raison qu'on m'interdise, donc je vais fumer. Et c'est vrai que là aussi, il y a un problème d'image, en fait, tout simplement, de la cigarette. Non, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas. Voilà, c'est aussi ça. Ce serait quoi une bonne campagne de prévention anti-cigarette pour les Français? Parce que voilà, plus on vous dit de pas le faire, plus vous le faites, puisque vous êtes Français. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut les encourager à fumer pour pas qu'ils le fassent. Après, il y a des mesures qu'on sait fonctionner. L'OMS a fait pas mal de travaux sur ce sujet-là, et notamment la question du prix. Depuis quelques années, on augmente progressivement le prix du tabac. Mais le problème, c'est que l'OMS a émis des recommandations il y a maintenant une dizaine d'années sur justement le taux d'augmentation qui devrait intervenir pour que les comportements changent. Et on est bien en deçà en fait, de ce que l'OMS recommande. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il faudrait augmenter. J'ai plus le pourcentage en tête, mais en tout cas, il y a vraiment une élasticité prix qui est importante. C'est-à-dire que quand on augmente, je vais tenter un chiffre au hasard, mais ce sera dans ces ordres de grandeur-là, c'est quand on augmente de 40% le prix du tabac, on a 10% de moins en fumeurs. C'est soit ça, soit l'inverse, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a vraiment un impact du prix. Il faut que ce soit vraiment régulier et important. Et ce qui est intervenu en France au cours des dernières années, c'est vraiment une augmentation du prix du tabac qui est vraiment très progressive et qui n'est pas suffisamment régulière. Avec l'autre problème qui est le problème des zones frontalières. On l'a vu la dernière année avec la fermeture de pas mal de zones de frontières à cause des confinements. On avait l'impression que dans les zones frontalières, il y avait une diminution du tabagisme depuis quelques années. Et on s'est rendu compte en fait que depuis qu'on a fermé les frontières et que les gens ne peuvent plus... ici, on a l'exemple typique de l'Alsace qui est à côté de l'Allemagne où les cigarettes sont moins chères. On a l'exemple typique où on avait l'impression qu'il y avait moins de fumeurs en Alsace les dernières années. Et puis depuis que le confinement est intervenu, donc au-delà des effets psychologiques même du confinement qui peut induire de l'anxiété et augmenter les comportements addictifs, on a une explosion des ventes en fait, du tabac en Alsace. Parce qu'en fait, les gens en fait, qui passaient en, fait, en Allemagne acheter leurs cigarettes étaient passés sous le radar et reviennent en fait maintenant. Dans le radar. Donc, on a plusieurs problèmes en fait, qui s'entremêlent. Donc, vraiment, il faudrait aussi, je pense, une uniformisation après du prix du tabac au niveau européen. Ça éviterait ce genre de problème. Mais ça, c'est pas de notre compétence. Mais c'est vrai qu'après, pour trouver une bonne politique de prévention qui fonctionnerait, c'est très difficile. Très peu de pays y arrivent. Je ne sais pas si on arrivera un jour à un extrême comme celui de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande qui compte interdire le tabac à toute une génération, une génération qui est née après une certaine année, ils n'auront plus le droit d'acheter de tabac. On a des prix, par exemple, en Australie qui atteignent les $30 le paquet. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une prévalence qui est 3 fois plus faible en fait en Australie qu'en France. Donc après, il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer. Et comme le disait Luce aussi, il y a tous les facteurs sociaux et professionnels. On sait que les inégalités ont tendance à augmenter aussi pas mal dans les pays occidentaux et notamment en France, avec une hausse de la précarité, du chômage, de la pauvreté. Et ces inégalités sociales, ce sont aussi des facteurs de vulnérabilité de l'addiction. Et comme tu l'as dit tout à fait, le tabac est tellement banalisé, tellement associé au plaisir, à la liberté, à l'émancipation. C'est aussi ce que certains médecins disent face à des patients qui sont atteints de cancer en disant on ne va pas leur supprimer leur dernier plaisir, alors qu'un tiers des cancers sont provoqués par la cigarette. Donc on a vraiment cette image qui est totalement faussée de la cigarette. Ouais. Et qui est répandue dans la société finalement. Qui est répandue dans toute la société. Mais peut-être une piste, ça serait justement associer le sevrage à une forme de liberté. Puisqu'on cherche de la liberté en France,
qui de mieux, enfin qu'est-ce que serait de mieux qu'en fait d'être libre et de choisir vraiment comment on veut agir face à une situation et pas d'être soumis en fait à une dépendance. Avec toujours ce double discours aussi des autorités, puisqu'on sait que c'est fortement taxé, donc que ça rapporte beaucoup d'argent aussi de la caisse de l'État. Pareil pour l'alcool, pareil pour plein de choses, et forcément c'est un petit peu aussi, en termes de gestion publique, sans doute assez problématique. Ça, c'est le discours un peu populiste, parce que certes, les taxes sur le tabac rapportent, entre guillemets, pas mal d'argent, mais en fait, le tabac coûte à peu près 6 à 7 fois plus que ce qu'il rapporte en taxes. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur plutôt prévenir. La prévention rapportera toujours à long terme, sera toujours beaucoup plus efficace que le curatif. En tout cas, il existe, en attendant qu'on ait des politiques de santé publique cohérentes, et ben on a des applications comme la vôtre qui essayent en tout cas de prendre ce problème à bras le corps et avec sérieux. En tout cas, on l'a vu, parce que il y a quand même des gens qui ont des compétences qui sortent pas de nulle part pour travailler sur ce projet-là. Donc merci à vous, bravo à vous. Vous qui nous avez suivis, j'espère que ça vous sera utile. Voilà, toutes ces informations qu'on a pu donner. Essayez Quit, et puis vous nous en direz des nouvelles. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, si tu souhaites que nous proposons plus de contenu qui t'aide à découvrir à la fois Quit, comment on fonctionne, comment on s'est créé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo autant que possible. Ça nous aidera, ça aidera des fumeurs à arrêter de fumer, et ça aidera tout le monde. Merci.